La société est une forme d'organisation fréquente chez les animaux. Unis par des services réciproques, un ensemble d'individus s'organisent en vue de leur intérêt commun. L'homme, par exemple, au cours de sa jeune histoire, a inventé de multiples modes de vie collective. Malgré la diversité des sociétés à travers le monde et les âges, les systèmes d'échange se résument en 3 grandes catégories. La réciprocité, aussi appelée économie du don, la redistribution et enfin le marché. Si les premières formes de monnaie apparaissent 5000 ans avant notre ère, tous les systèmes économiques reposent principalement sur la réciprocité et la redistribution. Jusqu'à la fin du Moyen Âge en Europe, les échanges marchands restent secondaires. L'économie marchande prend alors progressivement le pas pour atteindre la suprématie qu'on lui connaît aujourd'hui. La monnaie n'est plus un moyen, elle devient le but ultime des individus dans la société de marché. Money that is a drug. I mean, fundamentally, when you have a money of that nature, it is a drug. Because the way that an addiction happens is when there's something I need, and I'm not sure I can always get it, so I'm always looking for it, always looking for it, always looking for it. And if you look at what our society has become, it has become utterly addicted to the pursuit and the acquisition and the control of money, to the detriment of what that money could enable in our society. So we have to cure our addiction. D'abord, tous les cours d'économie commencent par définir l'argent en tant que leur fonction, ce que fait l'argent. Mais ils ne définissent jamais ce qu'est l'argent. La monnaie, c'est normalement un moyen pour faciliter l'échange et la création de richesses. C'est un fluide. La monnaie, c'est ce qu'on pourrait définir comme une institution sociale. C'est quelque chose qui se construit dans une société et qui a un rôle de lien social. When we say that money really is information, we are pointing to the point that it's like a centimeter, it's like an hour, it's like a degree centigrade. And we are not short of measures. Une autre manière de voir l'argent, c'est une croyance. En fait, c'est une croyance que d'autres gens vont croire. J'accepte ce bout de papier parce que je sais que d'autres gens vont accepter ce bout de papier. L'une des raisons majeures pour lesquelles la monnaie a été fétichisée, c'est qu'à une époque historique, on a décidé d'utiliser des métaux précieux, en particulier l'or et l'argent, comme vecteurs de la monnaie. Et donc la confusion entre la monnaie et l'argent, qui est une confusion qui perdure encore aujourd'hui, puisque à peu près tout le monde continue à parler d'argent, alors que depuis très longtemps, la monnaie non seulement n'est plus gagée sur de l'argent, mais n'est même plus gagée sur l'or depuis 1971. La monnaie est un pur jeu d'écriture. The society is made up of people competing to find this scarce money. And I think that is the core of the problem, that we have misunderstood what money is, and we have created a scarce money, and we compete. Now that leads to poverties in community. It leads to that if somebody is rich, it means others are poor. It leads to the destruction of the environment, because to get the money, well, I'm sorry, I had to cut all these trees, but I need the money. So people will do terrible things for money. They will kill for money. Now, that is absurd. Who killed for a centimeter? Who killed for a degree centigrade? La monnaie est un phénomène complexe, non réductible à un rôle d'outil. Néanmoins, il convient d'en rappeler les 3 fonctions basiques.
La monnaie est mesure de valeur, c'est une référence commune, elle est moyen d'échange, et enfin, réserve de valeur, elle permet de différer les échanges dans le temps. Si la monnaie devient une fin en elle-même, et si elle prend de la valeur au fil du temps, grâce à l'intérêt qu'on posait, bien évidemment les possesseurs de monnaie vont avoir un pouvoir de domination sur ceux qui n'en possèdent pas ou qui en possèdent moins. Et on retrouve la question de la double face de la monnaie. Dans sa face positive, la monnaie est une source de pacification et de facilitation de l'échange. Dans sa face négative, c'est une source de rapport de domination, voire de guerre. C'est la logique de guerre économique. Si je crée un outil d'épargne, par définition, en accumulant, j'en prive d'autres. Donc c'est un moyen de... ça rend la monnaie plus rare pour d'autres pour faire des échanges. Et aujourd'hui également, le fait que nous avons les monnaies comme un outil de spéculation rend impossible qu'elles soient aussi un standard de valeur. Imaginez l'aberration qui se produirait si d'autres instruments de mesure, comme les kilos et les mètres, on décidait que leur possession était un bien en soi et qu'on avait une bourse des valeurs des kilos et des mètres qui chaque jour évoluerait en fonction de la demande de kilos et de mètres. Ça serait une aberration. Quelle que soit la région du monde, dans les sociétés marchandes, les monnaies officielles présentent diverses aberrations. En Bavière, dans la région du lac Chiemsee, des individus tentent d'améliorer la circulation de la monnaie. Also wir sind ein Betrieb, Landwirtschaft und Bäckerei aus der Region. Wir arbeiten seit 1979 im biologisch-dynamischen Bereich und liefern da in diesen Laden her Brot und Kartoffeln. Und die Chiemgauer Währung ist natürlich für uns jetzt insofern eine ideale Alternative zum Euro, weil wir damit die Geldmittel in der Region belassen und damit die Region fördern. Le Chiemgauer est une monnaie complémentaire émise par l'école Waldorf de Prien. Christian Galleri, professeur d'économie, est l'initiateur de ce projet. Ja, also ich habe mich mit dem Wirtschaftssystem auseinandergesetzt und einfach festgestellt, dass es eine ganz starke Tendenz gibt, größer zu werden, dass vieles konzentriert wird an Standorten irgendwo in der Welt und dass weltweit eine Konkurrenz entsteht, die den Regionen halt auch nicht gut tut. Es ist ja so, dass hier in der Region ja durchaus dass die Region relativ wohlhabend ist und dass es eigentlich gar nicht zu wenig Geld gibt. Hier in der Region haben wir eher die Situation gesehen, dass das Geld nicht richtig verwendet wird und dass das Geld nicht richtig im Umlauf ist. Also ich heiße Sophia und bin 15 Jahre und gehe auch in die 9. Klasse. Es sind 11 Schüler hier tätig. Und das hat jeder einen Bereich, oder es gibt halt wie zum Beispiel Design oder Produktion. Ein Chiemgauer entsteht dann, wenn ein Kunde Euro gibt und Chiemgauer möchte. Ich habe jetzt in Prien zum Beispiel ist der Regionalmarkt, da hole ich oft die Chiemgauer ab. Dann noch der Waab, also das ist auch so ein Gemüsehändler und eben zu Bio, der hat eher so Bioprodukte. Alles gut. Es ist alleine diese Bewusstseinsbildung, die hinter dem Chiemgauer steckt, allein diese Aufklärungsarbeit, dass wir uns hier in der Region nur durch gegenseitige Hilfe und Unterstützung auch weiterbringen können. Der Anderlbauer, der also seinen ganzen Käse, den er zu uns liefert, also den Bedarf, den wir hier so haben, das sind monatlich an die 1000 Euro, die wir mit dem Chiemgauer bei ihm bezahlen.
Wir bezahlen die Milch in Chiemgau, wir bezahlen das Urlaubs-Weihnachtsgeld in Chiemgau und meinen privaten Bedarf von der Familie kauft man in den Bioläden ein und wird auch mit Chiemgauer bezahlt. Ich finde es einfach wichtig, dass man im Chiemgau eine, in Anführungszeichen, eigene Währung hat. Wenn ich jetzt, also Sportkleidung kann man bei uns in der Nähe, es gibt ein Geschäft, das heißt Sport Erhard, kann man auch mit Chiemgau bezahlen und das ist einfach ganz praktisch. Seit wir den Chiemgauer nehmen und auch ausgeben, seit der Kreislauf geschlossen ist, ist das Produktionsvolumen um 10% gestiegen, von 0 auf 10% von unserem Jahresumsatz und wir haben dadurch auch 2 Personen einstellen können. Mir ist es zuwidergestrebt, dass ich meine kleine Käserei, also meine kleine Produktion deutschlandweit verkaufen muss. Es würde eigentlich ohne hohen Energieaufwand auch in der Region funktionieren. Und seit der Chiemgau eingeführt ist, seit dieser Kreislauf geschlossen worden ist mit der Bezahlung, seitdem bleibt auch der Käse in der Region. Wir haben die Entwicklung überregional, dass diese kleinstrukturierte Vielfalt eher wegbricht. Der Trend geht zu großen Gewerbegebieten, großen Konzernen, multinationalen Konzernen und diese heimischen Geschäfte, an denen sehr viele Arbeits- und Ausbildungsplätze hängen, haben zunehmend Schwierigkeiten, sich auf dem Markt zu behaupten. Und der Chiemgauer als heimisches Geld läuft nur in der Region und wird vor allem von diesen kleinstrukturierten Geschäften und Handwerksbetrieben verwendet. Ein Gutschein läuft immer ein Vierteljahr, also bis zum Quartalsende. Und dann wird er zunächst ungültig und dann können die Kunden bei der Ausgabestelle eine Marke kaufen und kleben diese Marke auf den Gutschein. Die kostet 2% vom Gutscheinwert, also bei einem Chiemgauer 2 Cent oder bei 10 Chiemgauern 20 Cent. Und dann ist er wieder gültig und dann geht er wieder herum. Und das sind ja kleine Beträge, die tun niemandem weh, aber trotzdem weiß jeder, ups, da ist eine Gebühr, das will ich vermeiden. Wir werten die Chiemgauer mit den Marken hier auf, das heißt so ungefähr, dass wir sie wieder gültig machen. Und die Rolle der Marken zeigt nur, ob der Chiemgauer noch gültig ist, dass man ihn noch benutzen kann, oder ob er schon abgelaufen ist, so dass das jeder sehen kann, auch der im Laden, der das dann irgendwie immer den annimmt, den Gutschein. Also dieses System, dass das Geld im Quartal 2% verliert, das ist für uns eigentlich nur positiv, denn das bewegt die Leute auch im Quartal das Geld wieder auszugeben und nicht etwa unter dem unter der Matratze aufzubewahren und darauf zu schlafen. Es sind jetzt etwa 25.000 Chiemgauer im Umlauf. Und wir wissen jetzt schon, dass der Chiemgauer 30% schneller umläuft wie der Euro. Der Chiemgauer ist eine Ergänzung zum Euro, also keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung, und es ist auch keine eigene Währung oder kein eigenes Geld, sondern im Prinzip ist die Idee, dass man den Euro nimmt und an die Region bindet und die Spielregeln des Euro verändert. Les monnaies qui sont basées, en fait, qu'on achète à partir d'une monnaie normale, hein, comme le Chiemgauer, ont comme avantage que l'acceptation générale parmi les gens et aussi dans les magasins. Mais la création de l'argent sera toujours encore en rareté, puisque par définition, tout le monde n'a pas assez d'euros. L'euro a été mis en place pour plusieurs raisons. La première raison, qui a été d'ailleurs, qui est une bonne raison, à mon avis, c'est de lutter contre la spéculation. Aujourd'hui, il y a 12 pays qui sont dans la zone euro. Donc ça correspond à 12 monnaies nationales qui existaient avant. Donc le franc, le mark, la lire italienne, la peseta espagnole, etc. Ces monnaies étaient en concurrence les unes avec les autres. Et donc, lorsqu'il y avait des tensions spéculatives, c'est-à-dire lorsque des opérateurs sur les marchés jouaient une monnaie contre l'autre, ça créait de l'instabilité qui était nuisible au fonctionnement de l'économie. Dans la nature, l'euro
est exactement identique aux monnaies antérieures, c'est-à-dire elles sont des monnaies créées de rien par le système bancaire avec des taux d'intérêt et tout le mécanisme qui est caractéristique des monnaies classiques. Parce que la plupart des gens pensent que, par exemple, ce sont les gouvernements qui créent l'argent. Non, ce n'est pas le gouvernement doit emprunter l'argent, comme n'importe qui d'entre nous, quand on a besoin d'argent. Ce ne sont pas non plus les banques centrales. Les banques centrales s'occupent d'imprimer les billets. Mais comme je viens de vous dire, ce n'est pas les billets qui forment le gros de l'argent. Et en fait, vous pouvez avoir autant de billets tant que vous avez de l'argent électronique dans votre compte. Il y a eu l'équivalent d'un véritable coup d'État monétaire quand on a transféré le pouvoir de créer de la monnaie des acteurs publics vers les banques commerciales. Ceci s'est fait sans aucun débat et la plupart des gens dans une population ne le savent pas. C'est-à-dire aujourd'hui, le pouvoir public de création monétaire est limité aux pièces et aux billets, mais ça représente moins de 15% de la masse monétaire en circulation. L'essentiel de la monnaie est créé par les banques commerciales à l'occasion des crédits. Or, le seul critère à ce moment-là, ça n'est pas l'utilité sociale de l'activité qu'on va générer par la monnaie, c'est simplement la solvabilité des clients. Simplifions la circulation de la monnaie. Dans un premier temps, la monnaie est créée quand les banques accordent des crédits aux entreprises pour financer leurs activités. Les entreprises payent le salaire aux travailleurs, les travailleurs déposent leurs revenus à la banque. Dans un deuxième temps, les ménages utilisent leurs dépôts bancaires comme moyen de paiement. Avec, ils achètent des biens et des services aux entreprises. Celles-ci remboursent leurs crédits auprès des banques. La monnaie créée au départ disparaît à la fin du cycle. Une des grandes illusions de la théorie économique, c'est l'hypothèse que l'argent est neutre. Que l'on prétend, en fait on ne le dit jamais, mais c'est l'hypothèse qui est sous-jacente à l'ensemble de la théorie, qu'une monnaie est invariablement neutre, c'est-à-dire qu'elle n'affecte pas les genres de transactions qui sont effectuées, ni les relations entre les gens qui participent dans ces échanges. À quoi ça sert que j'ai le pouvoir d'échanger avec des groupes de personnes qui vivent à 10 000 km de chez moi si le fonctionnement de la monnaie a pour effet de placer en situation de chômage, de pauvreté, voire de misère et d'exclusion des personnes qui vivent à quelques centaines de mètres de chez moi? Et je pense que la monnaie n'est pas neutre. Pourquoi ? Parce que justement, la manière dont la monnaie circule, la manière dont elle est gérée par les banques et par les autorités monétaires, a un impact direct sur l'activité économique et bien plus sur la société, le fonctionnement de la société, par exemple, encore une fois, sur les questions de répartition des richesses, sur la question des inégalités, sur la question de l'emploi, par exemple. L'une des raisons pour lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui avec une absence de politique monétaire européenne, elle est directement liée au fait que la Banque centrale européenne est prétendument indépendante, mais en réalité elle est indépendante des processus démocratiques, mais elle est totalement dépendante des marchés financiers. Les autorités publiques renient l'implication de la monnaie dans l'organisation de la société. Elles abandonnent leur pouvoir d'émission et de contrôle aux financiers et aux banques privées. En Angleterre, dans la région de Gloucester, l'association FairShare a créé un système d'échange à vocation sociale. Meeting like this for games like this is through FairShares. So that's four. That's a double. four. So That's 4, 5, 6, 7. Yes. And what is that letter 14. There? As when my mother came to live with me a few years ago, she moved from Brighton because she wasn't able to live on her own anymore. And she came without really knowing many people around. So I contacted
Julie at Fair Shares and Julie suggested that we should have little groups of people here for a meal, which I liked the idea very much. I enjoyed very much indeed. I'm so glad Jane organised it. I enjoy playing Scrabble, and I enjoy having tea here and biscuits and the lunches. And the lunches, yes, very much. And it makes such a big difference, really, to my life. We earn credit points with that, and we don't get money or whatever, it's just the credit points. I haven't been in Fair Shares very long, but I earned enough points to have my kitchen and bathroom redecorated. I was very pleased with it. Tea. My name's Julie Baxter, and I manage the Gloucester Time Bank, and this is Riaz Lamalia, who is our time broker. Fair Shares is the name of our charity, and it's also the name of our currency, which is time. And 1 hour of anyone's time and everyone's time on the scheme is equal to 1 fair share. The concept is that people exchange their time, giving services to other people in the community. And you can join as an individual, or you can join as a group or organisation. We started in 1998 in Stonehouse, which is a town just on the outskirts of Gloucester, where there was a lot of elderly people and a lot of young single parents, and they'd never mixed together. So it was seen as a community development tool in those days, a way of bringing those groups together, of demonstrating that each had something to offer the other. We have about 220 individual participants, and then we have about 30 organisations who are part of the Time Bank. Riaz and myself are paid workers. We're funded by the Time Limited Fund, and our roles are my role is to manage the scheme and also to develop new project areas and to recruit. And Riaz shares a little bit of that, but Riaz's responsibility is to run the Time Bank. They phone me and they may say, I need some shopping done, maybe next week, I'm a bit desperate, or can you get me a lift or something. So what I do is there's a basic search function on Timekeeper, and we put in information about who the person is, what they're looking for, what service they need, so let's say shopping in this case. And you just do a simple search and it brings up a list of all the people who can provide that service. And then what my job is to then do is look at this list and see if I can find the most suitable candidates, because there may be people who are working, there may be people who are busy, there may be people who are elderly, can't do too much, and so I have to make sure that the people I find are suitable and are willing to do it. And we engage lots of different types of people, so we also support people, for instance, with mental health needs or physical disability, and carefully place them with services and to help other people to help improve their confidence and well-being. We've had all this cleared out. Yeah. There's been some planting over here of the daffodils. Yeah. What we need is where the dead growth is, all the way along, all the dead stuff here, just basically needs to be ripped out. All of this needs to come out. Yeah, I'm just cutting this bush back. They want it done, apparently. Just doing the best as I can. It's good fun. Meet nice people. Get the passage of time away. Better than being stuck in the house. Better than being stuck in the house doing nothing. Yeah. You're out in the fresh air all the time. It's good fun. Decorating is more for the winter. Gardening is more for the summer, like. I spend my hours doing things for the people, but I got loads of credit, so I haven't got nothing in return yet.
but nothing hasn't come to my mind yet. I'll think of something though. Like maybe taking up driving lessons or something like that. That's one in return. The main reason why time banking is becoming so popular is the fact that in this kind of modern age, people are becoming more and more isolated. And I think it is a very safe way to just become part of something and be engaged, re-engaged back in the community, which I think is missing for a lot of people. We have a closer relationship, and it's a much tighter community, it's a tighter network of engagement, and I think people feel a lot much safer. And a lot of people just who volunteered before would only do it occasionally once and then not again, whereas with this organisation we have regular social events and it's much more it's much friendlier. I haven't got a paid job. I have a pension and that I find is sufficient money for my needs. Time is worth more than money to me, because if somebody can give me an hour of their time doing a task that I require, regardless of the money factor, that's worth more to me. This whole individualism of looking out for number one. The years of Margaret Thatcher here, many years of Tory rule were, don't give a sucker a break, look out for number one, and it's not a very satisfying way to live. So people were looking for some alternative to get back to a sense of community that we used to have. Time banking isn't something new. People helping each other has been going on for centuries. That's just traditional communities. What the time bank is just a way to help that along. And so yes, in a perfect world, the time bank would just disappear because there's no need for it. We have a phrase in England about what goes around comes around. So when we talked about reciprocity in the time bank, giving and exchanging, people knew exactly what we were talking about right from the beginning. My name's John. I've been working on this bike for one day, and you just got to make sure it's safe for the third world countries to take the bikes, and it's just a matter of getting the bikes up together so they're safe to ride. I'm just basically repairing, we'll take the bikes apart, make sure they're all right, and repair them, so then at a standard where people can use them in a different different country where people haven't got transport or anything. These get sent there, we fix them, make sure they work all right, and get sent over there so people can use them. Basically, Yeah, we paid a little bit, but I'm not worried about the money. It's just it gets us out of the cells and it keeps us active, So we're doing some work. I'd rather be doing work than I would be stuck in the cells all day, Whereby a prisoner in year, as well as working on the bicycles, would earn hours, and those hours could then be spent by the prisoner's family, if they lived locally, obtaining other services that, because the breadwinner was in prison. I'd probably give it to somebody less fortunate than myself, like an old age pensioner or somebody who needs it, I don't need it myself, but I'll give it to somebody who needs it more than me. Hope to do a bit when we get out, do the same sort of thing. Like I drive on the out, so I'll do a bit of driving, like on a Saturday morning. I normally drive on the continent in your country or wherever. I drive big trucks. When I'm home, I just drive a minibus, help people around that way. The most important part of our project with the prison is to have links for the prisoners outside of the prison. There are now 69 time banks spread right across England, from Scotland down to Cornwall, in rural areas, in urban areas. A lot of them are involved in health promotion, in people being active and getting out and doing things, and thereby improving their health, not staying at home, getting depressed. People are introduced on the scheme and they perform assignments and record their credits, but of course they develop friendships,
and then they help one another outside of the time bank as well. I think it will never replace traditional money. I don't think it will ever. I think it runs in parallel very successfully. I don't think there'll ever be a problem because we'll always need money, because with time banking, for tax reasons, you're not able to exchange goods. That we've got to start redefining work. We've got to stop having money define value for us, so that if something's worth something in the marketplace, it's because it's scarce. But the abundance of skills we have out there are valuable on a human level. Revenons à la création de la monnaie officielle. Les banques commerciales émettent la monnaie à l'occasion de crédits. Pour ce service, elles sont rémunérées par les intérêts. Interest is the price for money, like you pay a price for a chair, for a table, for clothes, you pay a price for money. Interest in itself is not such a problem, but interest and compound interest, that is interest on interest, is an exponential growth. En réalité, la notion d'intérêt composé est une notion qui est très dangereuse parce qu'elle confond la rétribution légitime d'un service avec la croyance que l'argent, parce que là justement on est dans une logique de l'argent qui non seulement aurait de la valeur en soi, mais aurait même la capacité de progresser en ordre de richesse dans le temps. It's 1 Milliarde euro per day in Germany, which is being redistributed from the people who work, 80% of the population, to 10% of the population who can put their money to work. And that is a form of slavery which the slaves, the people who pay, don't even understand. Il faut toujours qu'on augmente, que la croissance de l'économie ait lieu, de façon à ce que l'on puisse créer davantage de l'argent pour rembourser les intérêts des années précédentes. On est obligé de croître. On ne peut pas s'arrêter. Parce que si on s'arrête, eh bien, tout le système bloque. You need growth, 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 and you ask yourself, why, what for? Is there not a limit to growth? Like, do we not stop growing and how can you have growth, endless growth, on a planet that is finite, that is not, that is not unlimited? Selon les Nations Unies, en 1999, la fortune des 225 individus les plus riches était égale aux revenus annuels des 2,5 milliards d'êtres humains les plus pauvres. Pour eux, on peut dire que la monnaie est rare et qu'elle est artificiellement rare, c'est-à-dire que ces 2,5 milliards d'êtres humains à peu près ont une capacité d'échange, de création qui va se trouver stérilisée par le fait qu'ils n'ont pas ou pas assez de monnaie. Inversement, pour les 225 personnes qui ont ces fortunes absolument démentielles, là, elles sont dans un excès de monnaie, et d'ailleurs on voit bien qu'elles ne réinjectent pas l'essentiel de ces sommes à l'intérieur de l'économie réelle. Ces sommes alimentent l'économie financière, bulle virtuelle dans laquelle tourne toujours plus de monnaie. Dans cette logique de spéculation, la monnaie n'a plus d'autre fonction que de générer encore plus de monnaie. Le verbe spéculer, c'est une anticipation sur l'avenir. La spéculation a comme objectif de gagner de l'argent à partir d'un changement de la valeur de l'unité. Donc j'achète aujourd'hui des dollars ou des yens ou n'importe quelle autre monnaie dans l'espoir que quand je la vendrai dans quelques heures ou dans quelques jours ou dans quelques semaines, cette valeur aura augmenté. La face positive, c'est de dire l'anticipation de l'avenir est quelque chose de légitime dans les sociétés, mais à condition que ça serve véritablement à être une anticipation de l'avenir de l'économie réelle, c'est-à-dire des biens et des services effectifs.
il n'y a plus de véritable rapport entre l'économie financière et l'économie réelle. Et vous avez comme ça des masses de monnaie, par exemple, tous les jours, il circule sur le marché des capitaux à peu près 2000 milliards de dollars, tous les jours. Alors que le commerce mondial proprement dit, donc qui lui correspond à de l'économie réelle, c'est 8000 milliards de dollars par an. Ainsi, plus de 98% des transactions monétaires journalières ne correspondent pas à des échanges de biens et de services réellement existants. On pourrait dire que, au sens global du terme, il y aurait suffisamment de monnaie, il y en a même probablement trop, mais à condition de recycler cette monnaie de l'économie spéculative dans l'économie réelle. Les CEL sont les systèmes d'échange complémentaires les plus répandus. Ils sont présents dans de nombreuses régions du monde. Ah oui, tu coupes les oreilles? Oui. Sur les oreilles, mais tu me laisses devant. Oui. Il y a nos 2 numéros, il y a nos noms, et le nombre de piaf, et l'objet, l'activité. Et c'est en 3 parties, donc chacun garde une petite partie qui lui permet de faire sa comptabilité. Et il y a une partie qui ressemble en fait à un chèque et qu'on envoie à la comptabilité du CEL, qui donc débite un compte et augmente le compte du crédité. Voilà, t'as plus qu'à signer. CEL, ça veut dire système d'échange local. Donc, on va voir sur ces 3 mots, local, on va commencer par la fin. Donc, il y en a beaucoup, même 3 à Paris, comme je disais, il y en a beaucoup en région parisienne, il y en a une vingtaine, il y en a en France, il y en a dans d'autres pays, mais c'est toujours dans l'idée que c'est pour rapprocher les gens localement. Donc, dans l'idée de privilégier les relations de proximité. D'accord ? Système d'échange. Alors, échange, la base des CEL, c'est l'échange. L'échange entre les personnes, échange de biens, échange de services, échange de savoir. Au lieu de faire des échanges de personne à personne, par exemple, Emmanuel et moi, on va échanger. Je lui offre quelque chose pour que l'échange soit équilibré, il va m'offrir quelque chose à mon tour. Et entre nous deux, on va faire un troc équilibré. Dans ce cas, ce n'est pas un système, puisqu'il faut qu'on équilibre de l'un vers l'autre. À partir du moment où on va chercher à équilibrer par rapport au groupe, ça devient un système. Et ce système, il fonctionne grâce à une monnaie. Donc ça dépend des CEL, mais le CEL de Paris utilise une monnaie qui s'appelle le piaf. C'est au temps passé. Et c'est important comme principe, parce que ça veut dire que on ne fait pas de hiérarchie entre les différentes formes de services rendus. Finalement, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous eu la même chance, on n'a pas tous eu les mêmes accès à la formation, à la culture, etc. Mais on est tous des humains et on est tous capables de faire des choses. Dans un système de crédit mutuel, comme les CEL et les banques du temps, la monnaie ne peut pas manquer, car elle est créée au moment de l'échange. Au départ, tous les comptes sont à zéro. La monnaie est une différence, un déséquilibre entre 2 comptes qui s'équilibrent sur l'ensemble du système. Être débiteur n'est pas un problème. Le grand avantage du crédit mutuel, c'est que c'est un argent qui est en suffisance et pas en excès. Ce n'est pas l'abondance qui est la contrepartie de la rareté, c'est la suffisance. Quand vous êtes allé en abondance, dans le domaine monétaire, vous vous retrouvez avec un argent qui ne vaut rien. Régulièrement, on édite un catalogue des offres et des demandes de tous les adhérents, avec des mises à jour régulières et les contacts de chaque adhérent pour que les gens se rentrent en relation directement les uns avec les autres. Et voilà, et puis c'est eux qui créent en fait l'unité d'échange. Ils s'entendent entre eux à chaque échange, ils sont responsables de leur échange. Le CEL se contente de faire circuler l'information. Et pour un certain nombre d'échanges, c'est le temps passé. Mais après, ça peut se négocier de gré à gré, c'est-à-dire combien tu offres, combien tu veux, combien je te donne, etc. Effectivement, je ne défais rien. Alors, attention, je vais te ressortir la manche. Voilà. Je vais les coudre, ça.
Voilà, ça c'est un impair qu'on a donné à Lucky, qu'elle a eu dans une blé, je crois. Donc qui lui a rien coûté en argent. Et moi je viens lui restaurer, ce qui ne coûte rien comme argent. Pour pouvoir consommer, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, soit il faut avoir une fortune personnelle qui permet de dépenser l'argent, hein, soit il y a l'obligation de travailler énormément pour avoir énormément d'argent. Ben moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Travailler énormément, oui, si c'est un boulot qui m'intéresse, mais pas si c'est un boulot pour faire du fric, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Enfin, moi, personnellement, comme je suis au chômage, et que je ne trouve pas de boulot, vu mon âge, je suis confrontée à me démerder, quoi. C'est démerder, c'est aussi ça. C'est sûr que les gens qui ont... Ou alors, tu sombres dans le... Hein, les gens qui ont de l'argent n'ont pas recours au sel, parce que au sel, il faut avoir du temps à donner, et quand on travaille beaucoup, on n'a pas de temps à donner. Donc, nous, on a du temps, voilà, on n'a pas de sous. J'ai trop de demandes de couture pour le temps que j'ai à consacrer, donc moi je choisis mes piaffeuses, je choisis les personnes chez qui je vais le faire, c'est vrai. Alors, de venir faire de la couture chez Lucky, c'est vrai que je passe un moment avec elle. Certainement que sur une journée, par exemple une journée où j'ai passé, disons 6 heures à faire de la couture chez Lucky, en fait chez moi j'aurais mis peut-être 4 heures. Hein. Parce qu'il y a 2 heures pour papotage, enfin comme ça. Mais ces 2 heures-là, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est précieux, quoi. Peut-être. Celle-là est bonne, celle-là est à la bonne taille. Mais alors là, c'est pas... Non, c'est parce que je fais sur l'envers, j'ai épinglé sur l'envers. Ah bon, alors... Tu l'enlèves et je vais continuer. Et c'est bon. D'accord. Et ça peut être aussi des gens qui n'ont pas beaucoup de savoir-faire, et qui peuvent proposer des choses beaucoup plus simples comme effectivement faire du ménage ou faire de la cuisine ou faire des choses comme ça. Et ce que je trouve bien, c'est que la monnaie d'échange est la même, la valeur est la même. Et suivant le service rendu, ce qui, à mon sens, fait un brassage. 60 piastres de l'heure, pour moi, c'était pas assez, quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand on me fait justement du ménage, eh bien, je donne beaucoup plus parce que j'estime que ça vaut plus que 60 piastres. Ce qui fait que moi aussi, quand on me demande des services, je demande en conséquence ce que je pense, ce que ça vaut, quoi. Non, moi, j'ai pas du tout l'impression que c'est de l'argent parce que je ne fonctionne pas dans ma tête comme si c'était de l'argent. Ça fait combien de temps que tu fais partie du CEL 4 ans. Ouais. Moi, j'ai encore du mal. J'ai du mal parce que on est complètement conditionné à l'échange avec de l'argent. Et c'est vrai que j'ai encore du mal pour des objets. Au début, on avait peur. On voulait pas dire que c'était de l'argent parce qu'on voulait pas être embêté. Et puis après, on s'est dit que finalement... on retrouvait une fonction de l'argent primitive avant qu'on arrive à ce qu'on appelle l'usure, enfin les intérêts, le fait que l'argent rapporte de l'argent par lui-même. Pour accorder la priorité à l'échange, il ne faut pas que la monnaie soit source de spéculation. Et on accorde la priorité à l'économie locale, par rapport au phénomène de déterritorialisation que l'économie financière produit. Ah, c'est bizarre, il y a une manche. Je m'appelle donc Thérèse, je suis au CEL de Paris depuis 8 ans. J'ai apporté des habits,
Donc soit les gens me les achètent en piaf, qui est la monnaie d'échange, soit on fait carrément un échange, un objet contre un objet, un habit contre un habit. Donc j'aime bien, c'est une possibilité de communiquer aussi en même temps. On remet en circulation énormément d'objets usagés. En fait, c'est une manière aussi de redonner à ces objets une deuxième vie, tout en valorisant ce recyclage et de lutter aussi contre notre société qui nous encourage toujours à acheter du neuf, à consommer, à renouveler. Moi, je me suis habillée pendant 1 an, j'ai rien acheté, je me suis entièrement fournie en vêtements d'occasion dans le sel. On trouve presque tout dans le sel de Paris. Je connais des gens qui ont vécu pendant plusieurs mois en se logeant à droite à gauche comme ça grâce au sel. Hein. Alors le seul truc qu'on ne trouve pas encore, et d'ailleurs on s'est fait engueuler en conseil d'administration, c'est à manger. Alors ça, régulièrement on se fait prendre à partie qu'il n'y a rien à bouffer dans le sel de Paris. Quand vous allez demander dans un magasin combien d'heures pour une douzaine d'œufs, le type va commencer à demander comment il faut calculer ça, quoi. Hein. Donc ça, c'est une plus grande résistance pour entrer dans le commerce normal. Par contre, l'avantage d'une unité en temps, c'est qu'évidemment, elle fonctionne le mieux dans des services. C'est marginal au sens au poids que ça pèse dans l'ensemble de la société. Mais c'est quelque chose qui est, je pense, appelé à se développer et qui est très important, ne serait-ce qu'au niveau de sa valeur symbolique. Parce que le fait qu'on voit que ce système peut fonctionner et qu'il permet de satisfaire des objectifs qui ne sont absolument pas pris en compte par la gestion de la monnaie dominante, c'est quelque chose qui va, même si ça n'atteint que 1, 2, 3, 4, 5, 10% des transactions, ça va obliger les autorités à changer de comportement. Le sel de l'Ariège a eu un procès pour travail au noir qui a été gagné par les sellistes. Le tribunal de Toulouse a dit qu'en fait il n'y avait pas de travail au noir parce que c'était de l'entraide et qu'il n'y avait pas de lien de subordination comme dans les contrats de travail. C'est vraiment une monnaie et qui aura, je pense, de plus en plus d'impact par rapport à toute cette précarité. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas dans un système de secourir ou autre, mais on respecte l'autonomie des gens. L'entraide, effectivement, ça peut faire concurrence au monde du travail, mais le soleil, ça doit faire concurrence aussi aux marchands de chandelles, et puis les plantes qui se reproduisent spontanément, ça fait concurrence aux multinationales de l'agroalimentaire qui vendent des plants stérilisés et tout ça, mais c'est normal, et voilà. Face à une crise monétaire, les monnaies complémentaires peuvent s'avérer d'une grande utilité. En Argentine, en 2001, alors que la monnaie officielle s'est effondrée, jusqu'à 6 millions de personnes ont eu recours aux créditos. Il y a eu des centaines de familles qui ont vécu qu'avec la monnaie complémentaire. Des exemples très concrets, c'est-à-dire, je connais pas mal de familles où il y avait, disons, de petits emplois, des emplois vraiment marginaux, de 100 $ par mois, 100 € par mois, et qui vivaient une qualité de vie de 2000 € par mois. Et ce 2000, il venait d'où? Il venait de cette économie complémentaire.
À partir d'un certain moment, le désastre de la monnaie officielle du peso était tel que les systèmes de monnaie alternative se sont répandus et qu'il y a une espèce de fétichisme et qu'un certain nombre de personnes se sont mis à faire de la surémission de créditos ou de la captation ou de la thésaurisation de créditos et ont fini par reproduire avec des monnaies alternatives les mêmes comportements destructeurs qu'avec les monnaies officielles. Le groupe se sont repliés sur eux-mêmes et maintenant il y a de petits réseaux, de 40, 50 initiatives, c'est-à-dire 1000, 2000, 3000 personnes qui font encore leurs échanges, mais on a perdu la possibilité de faire vraiment un réseau citoyen parce qu'il y a eu l'esprit du néolibéralisme s'est mis dans la tête des gens qui ont manipulé toutes ces opérations. Le mouvement des monnaies complémentaires émerge partout à travers le monde. Il ne vise pas à remplacer le système officiel, mais souligne ses contradictions et tente de les résorber. Ces nouveaux systèmes d'échange remettent la monnaie au cœur du débat public en rappelant qu'elle oriente les rapports humains. Toute cette formule d'économie solidaire dont les monnaies complémentaires s'inscrivent sont une façon de voir l'économie d'une nouvelle façon, c'est-à-dire une vraie économie, c'est-à-dire des règles pour gérer la maison qui est la planète, la maison comme un tout. Donc l'argent doit reprendre son caractère d'outil, pas neutre, mais justement d'outil distributif. Et les monnaies complémentaires représentent cet outil-là, c'est un outil de redistribution de la richesse. Toutes les personnes et tous les groupes qui se trouvent victimes de fait de cette rareté artificielle de monnaie d'un côté et de cet excès de monnaie dans l'économie spéculative devraient normalement avoir intérêt à changer ce système. So if you have a community and work to do, jobs to get done, and there is no money, so make money. Create a money that does enable the processes to happen. Money is one of the most ingenious inventions of mankind, in which this can be, the potential of this invention can finally really serve us, instead of that we serve it.